SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole à ceux qui changent le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un fléau mondial qui menace nos écosystèmes marins, mais surtout notre santé, à savoir la pollution plastique des océans. Chaque minute, 19 tonnes de déchets plastiques se déversent dans les océans. Et à ce rythme-là, eh bien, si on ne fait rien, d'ici 2050, cette pollution devrait tripler. Alors face à cette menace, eh bien, deux jeunes officiers de la marine marchande ont décidé d'agir efficacement pour dépolluer la planète et surtout pour sortir de notre dépendance au plastique. L'un d'eux va tout nous raconter sur les actions et les solutions innovantes qu'ils ont mis en œuvre dans le monde entier, donc depuis 8 ans, et c'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Simon Bernard, bonjour à vous. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, grand expert de l'innovation en France et surtout qui soutient des entreprises à impact. Alors, en 2016, Simon, avec Alexandre de Schlot, un copain de promo donc de l'école de la marine marchande, eh bien, vous avez décidé de créer Plastic Odyssée, un bateau qui ferait le tour du monde, donc dans les pays les plus pollués, pour collecter et valoriser donc les déchets plastiques. Comment avez-vous eu l'idée de cette expédition? Quel a été le déclic surtout? Alors c'était en 2016, quand j'étais encore officier de la marine marchande. J'ai eu la chance de participer à une expédition qui a fait escale à Dakar, au Sénégal. Et c'est là où je me suis rendu compte de toute la quantité de plastique qui se déversait. Parce que quand on navigue dans l'océan, sur l'océan, on se rend pas bien compte finalement, puisque ce plastique il coule. Contrairement aux idées reçues, on voit pas d'îles de déchets, on voit pas de plastique qui flotte. Et donc c'est vraiment quand on fait escale dans certaines zones qu'on est vraiment marqué. Et oui, d'où vient cette pollution et quelles en sont les principales causes? Alors cette pollution, effectivement, le plastique, il est produit quand même par les pays les plus riches, on va dire, mais c'est dans les pays les plus pauvres que ce plastique pose problème parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de gestion de déchets. On en consomme quand même beaucoup. Et ce plastique, finalement, il est laissé dans la nature. Et quand il est proche de la mer ou des fleuves, il termine dans l'eau, très souvent. Et oui, et aujourd'hui, quels sont les pays les plus pollueurs? Vous avez parlé du Sénégal, de l'Afrique. Alors, moi, c'est vrai qu'on n'aime pas trop dire que c'est des pollueurs parce que on n'aime pas pointer du doigt des pays, mais en tout cas qui sont les plus touchés par cette pollution. Je pense que l'Asie, c'est peut-être le numéro 1. Alors, c'est difficile de donner une liste des pays, mais en tout cas, Asie du Sud-Est, Afrique, c'est vraiment les deux hotspots, et puis un peu l'Amérique du Sud aussi. Alors, revenons à votre expédition. Quelle était l'idée de départ? Alors l'idée, c'était de se dire, cette pollution, elle vient de la Terre. Si on veut agir, il faut la stopper avant qu'il soit trop tard, avant que ça soit dans l'océan. Donc on va aller faire escale dans les 30 pays les plus touchés par la pollution pour apprendre déjà de ce qui se fait et puis partager les meilleures solutions pour réduire la pollution. Alors que ça soit réduire l'usage du plastique, mais aussi recycler cet héritage qu'on a. On a des quantités énormes de plastique qui ont déjà été produites. Donc il faut en faire quelque chose. Et donc on va arriver avec des solutions. On n'arrive pas en pointant du doigt, en montrant un problème. On arrive avec des solutions concrètes qui peuvent être mises en place dès aujourd'hui. Et oui, et pour relever ce défi, eh bien vous avez dû lever des fonds, construire un bateau, former un équipage et développer surtout des machines. Comment avez-vous relevé ce défi? Ce qui est impressionnant, vous êtes parti de rien, on est d'accord? On est parti de rien, je crois qu'on ne savait pas du tout ce qui allait nous arriver, et tant mieux. Et donc je pense que c'est cette ambition très forte qu'on avait qui a permis de convaincre, mais aussi on l'a fait étape par étape. Donc on n'a pas commencé tout de suite par cette grande expédition, on a commencé par construire un petit bateau, un démonstrateur qui s'appelait Ulysse, qui a fait un tour de France. Ça nous a pris quand même 3 ans, ce premier projet-là, qui nous a permis de faire nos preuves, d'aller convaincre des partenaires et derrière de recycler un navire de recherche et de partir en 2022 pour cette grande expédition de 3 ans. Et oui, il faut le dire, ce bateau est un véritable laboratoire de 40 mètres. Comment est-il équipé précisément? Alors c'est marrant, on l'a conçu en 2 parties. Donc tout l'arrière du bateau est dédié au recyclage. Donc c'est une sorte d'usine à taille réelle avec 150 mètres carrés de machines. On a une dizaine de machines pour broyer le plastique, le faire fondre, le transformer. Donc on expérimente vraiment. Ça nous sert aussi donc de laboratoire, mais d'école de formation pour les entrepreneurs du monde entier.
Et l'avant du bateau, c'est la zone de vie. Donc là, on expérimente la vie sans plastique. On va tester des solutions, des alternatives au plastique, et ça va nous permettre aussi de les promouvoir. On accueille beaucoup d'enfants, de scolaires à bord du bateau. Ils découvrent une vie différente. On leur montre des solutions concrètes. Comment est-ce qu'on fait le pain à bord du bateau ? On n'achète pas de pain en sachet plastique. On le fait nous-mêmes. Comment est-ce que on se lave ? Comment est-ce qu'on cuisine sans plastique ? Donc c'est très très concret. Eh oui. Alors revenons effectivement au départ de ce bateau qui est parti donc du port de Marseille. C'était le 1er avril 2022 pour une expédition de 3 ans sur 3 continents. Vous avez donc embarqué avec 15 membres d'équipage. À ce jour, où avez-vous fait escale dans le monde ? Alors on a commencé en Méditerranée, le Liban d'abord, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc. On est redescendu en Afrique de l'Ouest, on a traversé l'Atlantique jusqu'en Amérique du Sud, Amérique centrale, on a passé le canal de Panama et on a entamé donc toute cette traversée du Pacifique jusqu'en Asie du Sud-Est. Donc depuis cet été, on est en Asie et là le bateau est aux Philippines, il va bientôt partir pour la Malaisie puis l'Inde. Oui, extraordinaire. Alors expliquez-nous concrètement les actions que vous menez dans chaque pays et surtout les solutions que vous mettez en œuvre parce qu'elles sont nombreuses. Des actions de sensibilisation, expliquez-nous ce que vous faites. Alors c'est marrant parce qu'on est un peu schizophrène à bord du bateau parce qu'on a 2 équipes qui travaillent sur des sujets qui peuvent paraître complètement antinomiques, mais on a une équipe qui travaille sur la réduction du plastique. Donc comment est-ce que on arrive à changer les comportements ? Comment est-ce qu'on sensibilise ? Comment est-ce qu'on monte des solutions pour se passer du plastique au quotidien ? Ça, c'est beaucoup avec les enfants qu'on le fait. C'est plus facile. On dit qu'un enfant permet de sensibiliser 6 adultes. Et puis, on a une exposition aussi au grand public. Mais derrière... Concrètement, quelles sont vos solutions, par exemple, pour réduire effectivement, pour sortir de cette addiction au plastique ? Alors, la meilleure solution qu'on ait à bord actuellement, c'est pas du tout un nouveau matériau, mais c'est un usage différent. En fait, on va se passer des bouteilles d'eau. Comment ? En ayant un système qui permet de filtrer l'eau, donc l'eau douce. Donc à partir de l'eau qui est pas potable, ce qui est le cas dans la majorité des pays qu'on visite, on transforme en eau potable sans avoir besoin de produits chimiques. Donc l'eau a bon goût et de très bonne qualité. Donc ça nous a permis d'éviter 20 000 bouteilles d'eau en 2 ans, juste sur le bateau, juste avec les 20 personnes. Donc ça c'est une solution très concrète qui peut être répliquée partout dans le monde. On a fait boire de l'eau à la ministre de l'Environnement de Tunisie et qui nous a dit elle est incroyable cette eau, d'où elle vient ? Et on lui a dit c'est l'eau de votre ville. C'est la première fois qu'elle buvait l'eau de sa ville, donc j'ai trouvé ça assez puissant de pouvoir montrer concrètement comme ça des solutions. Ah oui. Et on a tout un panel comme ça de solutions. De solutions, effectivement. Et vous recyclez donc sur le bateau les déchets. Quelle technologie innovante avez-vous mis au point pour ce faire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est des choses qui se font déjà depuis très longtemps. Mais donc c'est du recyclage, mais je ne sais pas si on appelle ça du recyclage, on peut appeler ça de l'upcycling. On essaye de stocker cette matière première, ce déchet, pour en faire des produits finis directement. Donc quel genre de produits ? Comment vous transformez ce plastique ? Ça peut être très concrètement des poubelles, du mobilier, des poubelles pour les villes. Donc pour pouvoir justement récupérer des déchets, ça peut être des palettes de transport. Donc en fait, on fait des planches, on a des menuisiers, et à partir de ces planches, on peut fabriquer tout un tas de choses. Oui. Et partout dans le monde, partout où vous faites escale plutôt, vous créez des usines de recyclage et vous formez donc des entrepreneurs ? Voilà, alors l'escale du bateau, c'est vraiment le momentum qui nous permet de fédérer tout un écosystème dans le pays. À partir de là, on a des entrepreneurs, on a des entreprises locales, les gouvernements. Ça nous permet de déployer des usines, des petites usines qu'on construit, qui tiennent dans un container maritime. Donc l'escale du bateau a vraiment est là comme catalyseur pour derrière monter des grands projets dans le pays. Mais comment vous financez toutes ces opérations ? Alors ça, c'est une bonne question, puisqu'effectivement, toute cette expédition, tout le savoir qu'on crée, tout ça, c'est fait gratuitement. Donc il faut des partenaires. On a une vingtaine aujourd'hui de sponsors et de mécènes qui nous soutiennent depuis 5, 7 ans parfois pour certains. Et c'est ça aujourd'hui qui permet à cette expédition d'exister et à tous ces entrepreneurs d'être formés, d'être accompagnés. Mais Laurent Bavénis, quel regard vous portez sur cette innovation ? C'est à la fois un projet extrêmement utile, donc un des projets phares dont on peut parler à la radio.
Rarement projet qui effectivement a plus d'impact que celui effectivement dont on parle aujourd'hui, Plastic Odyssey. Il a le mérite de partir d'une démarche purement entrepreneuriale. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui à un moment donné se sont saisis d'un sujet, ont déployé une action et ont attiré tout un écosystème autour d'eux, avec tout l'impact qu'on peut y trouver. Et ça, je trouve, c'est assez formidable. Et assez formidable d'une part, mais assez inspirant par ailleurs pour susciter d'autres initiatives de ce type. Oui. Alors on dit souvent, certains experts surtout disent que le recyclage des plastiques est un sujet qui pose question. Certains affirment que le plastique recyclé est encore plus toxique qu'avant de l'avoir été. Quelle est votre analyse à ce sujet ? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, qui est compliqué, et on entend un peu tout et n'importe quoi, donc il faut faire très attention à ce qu'on fait en fait avec ce plastique. Effectivement, on peut pas faire n'importe quoi, et donc il y a des études qui ont été chercher de la matière recyclée, donc du plastique qui a été recyclé dans les pays du Sud. Souvent, c'est des travailleurs informels qui sont pas très regardants sur quel type de déchets, quel traitement on va avoir. Donc, si on récupère un bédon qui servait à stocker du pesticide ou des produits pharmaceutiques, qu'on en fait des granulés et qu'on vend ça aux pays riches qui vont en refaire des jouets pour les enfants, bah là, c'est très problématique. Donc ça, c'est le grand défi qu'on a dans le monde. On a beaucoup de plastique, on va pas le brûler, on peut pas le laisser comme ça dans la nature, mais il faut faire très attention à ce que ça soit pas plus problématique derrière. Donc il faut bien tracer d'où vient ce déchet, qu'est-ce que c'était, comment il a été traité, pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec des pesticides ou je ne sais quel produit chimique à la sortie. Et oui, en tout cas la France c'est quand même l'un des pires élèves en matière de gestion des plastiques. Chaque Français produit en moyenne 70 kilos de déchets plastiques par an. Ça fait peur ces chiffres, Simon Bernard. Mais c'est sûr qu'on parle beaucoup de recyclage parce que nous on s'intéresse à l'héritage qu'il y a dans les pays du Sud, mais en France, il faut qu'on parle de réduction. Et ça, c'est vraiment tout le travail qu'on essaye de faire aussi avec les classes, avec les enfants. Comment est-ce qu'on change les comportements pour qu'on arrête d'utiliser autant de plastique ? Et c'est très compliqué pour le faire au quotidien avec 20 personnes à l'échelle d'une entreprise, une petite entreprise, de la vie en communauté. Même si tout le monde a envie d'arrêter le plastique, on a du mal. Et à chaque fois, on a des freins parce que c'est quand même pratique et on sait plus manger sans plastique, on sait plus vivre sans plastique. Donc, il faut apprendre un mode de vie différent. Ah oui, c'est une véritable addiction le plastique aujourd'hui. Plastic Odyssey, eh bien on va continuer de parler de cette expédition qui continue donc à faire le tour du monde jusqu'en 2026, ce bateau est aujourd'hui aux Philippines. Vous nous raconterez tout dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. De retour sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, acteur majeur de l'innovation en France qui soutient des entreprises à impact, et Simon Bernard, cofondateur de Plastic Odyssey, un bateau qui fait le tour du monde depuis plus de 2 ans pour dépolluer les zones les plus touchées par la pollution plastique et recycler les déchets. Alors en février 2024, Simon Bernard, vous avez fait escale sur l'île Henderson, une île inhabitée du Pacifique où la plage est l'une des plus polluées au monde. Sur place, vous avez relevé un défi, peut-on dire. Quel est-il ? Racontez-nous. C'est vrai que ça nous a marqué cette histoire. On a entendu parler de cette île il y a 5 ans. Ça a fait vraiment le tour des médias parce que l'humanité a découvert que c'était une des îles les plus polluées au monde et à la fois une des îles les plus difficiles à restaurer, à nettoyer à cause de la barrière de corail qui l'entoure. C'est le cas de beaucoup de sites d'îles désertes comme ça, ce qui fait qu'elles sont protégées, mais pas du plastique, puisque la pollution s'échoue avec les courants marins qui viennent régulièrement déverser du plastique. Donc il y avait 10 tonnes, avec une concentration, parce que c'est une petite côte, qui est 200 fois supérieure à la plus haute concentration qu'on ait trouvée dans l'océan aujourd'hui. Ah oui. Alors, comment vous avez réussi justement à la dépolluer ? Et alors, c'était ça tout le défi. Il y a une expédition en 2019 qui avait tenté, mais ils n'ont pas réussi à extraire les déchets, à passer la barrière de corail. Donc, ils avaient laissé des sacs remplis de déchets sur la plage. Et pourquoi à l'époque, ils n'avaient pas réussi cette... Alors le gros défi, c'est que cette barrière de corail avec des vagues assez importantes souvent, il n'y a pas de passe. Donc c'est pas possible, c'est difficile en tout cas de la traverser avec un bateau et donc c'est difficile d'extraire ces sacs puisqu'il y a 10 tonnes. Donc on s'est creusé la tête pendant près de 6 mois, on a réfléchi à des solutions. Tout le monde nous disait mais ça sert à rien, on n'a
penser à tout. Il faut des hélicos, évidemment pas. Il y a des espèces endémiques, des oiseaux. C'est pas l'idée. Et donc, on a eu une idée un peu folle, c'est qu'on a utilisé un parachute ascensionnel. Et ça, c'est une technique qui a fonctionné. C'était assez incroyable. Et ça nous a permis de faire voler les déchets, des sacs de 200 kilos à peu près, au-dessus de la barrière de corail. Ah oui, et comment vous avez eu cette idée ? Alors c'est marrant parce que ça a été vraiment le fruit de discussions un peu folles avec l'équipe sur le bateau. On a réfléchi à une catapulte, une tyrolienne, un dirigeable, des drones. On a réfléchi à toutes les solutions qui nous passaient par la tête. Et parmi toutes celles qu'on avait listées, on s'est dit mais en fait le parachute c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus prometteur pour faire ça. Et vous avez réussi à évacuer combien de tonnes de déchets alors ? Alors on a évacué 10 tonnes de déchets. On a eu de la chance, on l'a pas fait uniquement avec le parachute parce qu'on a eu un créneau météo qui était très favorable et donc on a réussi à tester d'autres techniques et notamment les bouées de pêche. Il y avait quand même 1500 bouées de pêche. On les a attachées les unes aux autres, on a fait une guirlande géante et on a extrait comme ça en 5 minutes, en flottant au-dessus de la barrière, on a réussi à extraire 3 tonnes de bouées de pêche comme ça. Impressionnant. Et ce, en combien de temps ? Et donc ça nous a pris 1 semaine seulement. On était à peine une dizaine à collecter tous les jours. Donc finalement, quand on sort de là, on se dit, c'est accessible. On a réussi à nettoyer une île qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1 semaine à 10 personnes. Mais sacré exploit, Laurent Benveniste. C'est impressionnant. Oui, c'est une équipe impressionnante. C'est-à-dire qu'il y a non seulement qui est dédiée avec une vision extrêmement précise sur des enjeux qui sont des enjeux majeurs, mais une équipe extrêmement compétente. C'est-à-dire qui s'est donné les moyens. D'abord de résoudre effectivement des problèmes techniques tels que ceux décrits, mais en plus d'organiser une entreprise qui est complexe à organiser, parce que l'objectif est louable, il paraît relativement simple, mais il s'agit de segmenter, de sectoriser entre une activité d'intérêt général, d'organiser techniquement effectivement les conditions du recyclage, organiser localement les conditions de l'organisation de la fabrication de produits et de la mise sur le marché de produits. Tout ça est extrêmement subtil. Et quand on parle d'innovation, il n'y a pas forcément une innovation de rupture à la clé. C'est pas un projet issu d'un laboratoire, mais c'est un projet qui est issu d'un long travail visant effectivement à optimiser l'ensemble des techniques à l'œuvre aujourd'hui, et ensuite visant à se coordonner avec ceux qui, dans le monde, sont en capacité effectivement de les aider à rendre le système meilleur encore. Oui. Et les déchets de cette île, vous les avez transformés de quelle façon ? Alors comme on a un laboratoire du recyclage qui est pas vraiment fait pour ça, à bord du navire, du bateau. À bord du navire, on a réussi à recycler tous les plastiques rigides sur le bateau. Donc il y a une équipe H24 là qui broyait du plastique, qui le faisait fondre. On en a fait des planches et ces planches, on a fait du mobilier. On a amené sur l'île de Pitcairn, qui est très connue, à 1 jour de navigation. C'est l'île habitée la plus proche. Et avec les habitants, on a passé 10 jours à construire du mobilier pour l'île avec les planches qui étaient fabriquées à partir des déchets de l'île déserte. Eh oui, donc les habitants de cette île vous ont racheté ce mobilier, j'imagine. Non, vous avez fait une transaction. Ouais, on leur a offert et puis ils nous ont gentiment hébergés pendant 10 jours. C'était une expérience incroyable puisque c'est une communauté très isolée, peu visitée. C'est descendant des mutinés du Bounty, donc c'est assez mythique. Et c'est vrai que ça a été un moment très fort parce que ils voyaient arriver plein d'expéditions, notamment organisées par le gouvernement, c'est une île britannique, le gouvernement britannique, depuis des années, qui n'y arrivaient pas. Et donc ils avaient complètement perdu espoir, ils avaient quasiment voulu refuser le permis, parce qu'il faut un permis pour aller sur l'île. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ces jeunes qui vont aller sur notre île, ça sert à rien. Donc au début, parce qu'il faut le dire, c'est une île qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ça. Ouais, exactement. Et donc effectivement, il faut pas aller perturber cet écosystème. Là, comme l'objectif c'était de faire de la science, on a amené des scientifiques et de dépolluer, restaurer cette île. Bon, c'était quand même intéressant de pouvoir y accéder. Et donc on a fini par les convaincre de nous autoriser à passer 10 jours sur cette île. Et ils étaient très très contents quand ils nous ont vu débarquer avec tous ces sacs. Avez-vous en projet de dépolluer d'autres îles dans le monde ? Beaucoup d'îles actuellement classées au patrimoine mondial de l'UNESCO sont en danger. Effectivement, il y a une 50aine d'îles ou de sites marins qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, et beaucoup sont extrêmement pollués par cette pollution plastique.
Il y a aussi des sites qui sont pas classés, mais qui sont des réserves marines. Au Cap-Vert, il y a une île Santa Lucia, il y a 250 tonnes. Il y a vraiment un nombre comme ça d'endroits sur Terre qui est prioritaire à dépolluer. Et donc, c'est vraiment un des objectifs qu'on se fixe, en plus de ces usines qui vont continuer à voir le jour et de cette action avec les enfants pour la réduction. On voudrait ajouter un troisième axe qui est restaurer ces sites naturels, cette biodiversité, parce que c'est les derniers sanctuaires qu'on a sur Terre, donc c'est, je pense, très urgent de s'en occuper. Et oui, et pour relever ces objectifs, décidément aujourd'hui c'est compliqué, je bafouille. Pour relever ces objectifs, vous comptez faire une levée de fonds prochainement ? Alors ça va être le grand enjeu de cette année, c'est de travailler sur un nouveau projet dédié aux îles en danger, aux îles désertes, aux sites de l'UNESCO, et donc de repartir sur un cycle d'expédition, de mission qui va se concentrer sur ces sites, amener des scientifiques, donc servir de plateforme de recherche, restaurer, dépolluer les îles et derrière pouvoir sensibiliser et éviter que le plastique retourne sur ces îles. Et oui. Alors aujourd'hui, Plastic Odyssée, c'est 65 salariés. Êtes-vous, par exemple, aujourd'hui à la recherche de profils particuliers ? Alors ça arrive, c'est vrai qu'on a malheureusement pas assez de moyens aujourd'hui par rapport à ce qu'on voudrait avoir, et donc on aimerait avoir plus de monde. Ça reste assez limité. On a quelques bénévoles qui peuvent venir à bord, mais c'est vrai que ça reste limité. Mais j'espère que dans les mois, années à venir, on va pouvoir grandir et donc recruter plus. Ouais. Si les auditeurs de Sud Radio, si certains qui nous écoutent souhaitent rejoindre l'aventure Plastic Odyssée, ils peuvent vous joindre donc sur Internet, sur votre site, c'est ça ? Oui, complètement. Si vous pouvez donner l'adresse exactement, précise. plasticodyssée.org. Et on a toutes les infos à la fois pour potentiels partenaires ou des bénévoles, des candidats. Tout est sur le site. Un mot avant de conclure, Laurent Benveniste, l'avenir de Plastic Odyssée, vous la voyez comment ? L'avenir, il dépend de l'implication de beaucoup de monde, de faire en sorte qu'on passe d'une logique et dire oui, c'est bien ce qu'ils font ces jeunes, à rentrer réellement dans le sujet, comprendre ce qu'ils font. Et séparer aussi le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire savoir quels sont parmi tous les projets qui sont présentés, ceux non seulement qu'on appréhende, qu'on comprend, dont on voit le sérieux et sur lesquels on s'investit et pourquoi pas on investit. Ça pour la partie, je dirais, d'intérêt général. Sur la partie du financement, ça tient à la qualité de l'équipe qui bâtit un projet solide. Ensuite, un peu d'ingénierie financière pour aller chercher les fonds là où ils doivent être trouvés. Simon Bernard, merci d'être venu sur Sud Radio. Je précise que le 5 février, un documentaire sur Plastic Odyssée sera diffusé sur Canal+. Je l'ai vu, regardez-le. Ne ratez pas cette diffusion, chers auditeurs de Sud Radio. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Génération Innovation. D'ici là, eh bien, vous pouvez nous réécouter sur sudradio.fr, sur l'appli Sud Radio et bien sûr sur tous nos réseaux sociaux. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.